Après avoir laissé tomber l'Ukraine, Donald Trump s'est trouvé un nouveau projet, la paix au Moyen-Orient. Lundi, Trump et Netanyahou ont annoncé ensemble un plan de paix en 20 points, censé mettre fin à la guerre à Gaza. Ce plan contient des mesures fortes, avec de vraies concessions des deux côtés. Par exemple, des forces de sécurité sur le terrain menées par les États-Unis pendant qu'Israël se retire peu à peu de Gaza. Et bien sûr, Trump lui-même aux commandes. Et avant de dire que tout ça n'a pas du vent, un détail surprend. Pendant les négociations, Netanyahou a présenté des excuses au Qatar pour une frappe militaire récente. Un geste qui montre que, peut-être pour la première fois, il est vraiment sérieux sur la fin de cette guerre. Des dirigeants en Europe ont salué le plan. Emmanuel Macron, Keir Starmer et Ursula von der Leyen l'ont tous félicité sur X. Alors, que contient exactement ce plan de paix ? Et comment le monde y a-t-il réagi du Hamas jusqu'à l'intérieur d'Israël ? On analyse tout ça dans cette vidéo. Les 3 premiers points du plan de paix proposé ne sont pas très surprenants. D'abord, Gaza doit devenir une zone déradicalisée, sans terrorisme, qui ne représente plus de menace pour ses voisins. Ensuite, Gaza sera reconstruite pour le bien de sa population, qui souffre depuis très longtemps. Et enfin, si les deux parties acceptent l'accord, la guerre prend fin immédiatement. Israël se retire jusqu'à une ligne convenue en vue d'une libération des otages. Pendant cette phase, toutes les opérations militaires s'arrêtent. Plus de bombardements, plus d'artillerie. Les lignes de front restent figées jusqu'à ce que le retrait soit achevé étape par étape. Et c'est là que tout devient intéressant. Dans les 72 heures suivant l'acceptation publique de l'accord par Israël, tous les otages seraient rendus, qu'ils soient vivants ou décédés. En échange, Israël libérerait 250 prisonniers condamnés à perpétuité, ainsi que 1700 Gazaouis détenus depuis le 7 octobre 2023. Mais cela pose un problème pour le Hamas. Une fois que les otages sont libérés, ils perdent leur plus grand moyen de pression. Et c'est pour ça que le point 6 prévoit qu'un membre du Hamas qui dépose des armes et s'engage à la paix bénéficierait d'une amnistie ou d'un passage sûr vers un pays d'accueil. Oui, le document parle bien de pays d'accueil. Mais lesquels ? Qui accepterait réellement de recevoir les combattants du Hamas ? Même l'Égypte refuse d'accueillir les femmes et les enfants de Gaza, alors difficile d'imaginer qu'elle, ou qui que ce soit d'autre, ouvre ses portes à d'anciens terroristes. La partie suivante du plan concerne l'aide aux habitants de Gaza qui souffrent. Elle prévoit une aide humanitaire à grande échelle, nourriture, médicaments, reconstruction des infrastructures et remise en état des hôpitaux. Et pour garantir que cette aide soit distribuée de manière équitable, elle serait supervisée par l'ONU, le Croissant Rouge et d'autres organisations neutres. Le passage de Rafah resterait aussi ouvert selon les règles convenues. La partie suivante du plan de paix concerne l'avenir de Gaza, sa gouvernance et sa stabilité. Car il ne s'agit pas seulement d'un cessez-le-feu, puis de réfléchir ensuite. Le plan cherche en réalité à définir l'avenir de Gaza pour les décennies à venir. Le 9e point prévoit que Gaza soit dirigé par un comité temporaire et transitoire, un organe palestinien technocratique et apolitique chargé des services quotidiens et des municipalités. Ce comité inclurait des Palestiniens qualifiés et des experts internationaux, mais sous la supervision d'un nouvel organisme international, le Conseil de la paix. Et, surprise surprise, il sera présidé par nul autre que Donald J. Trump. À ses côtés, le 2e membre nommé de ce Conseil de la paix est l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. De quoi étonner plus d'un, y compris ici à l'UE Simplifié. Mais apparemment, il est resté actif en coulisses et aurait même rencontré Trump en août dernier pour discuter de l'avenir du territoire. Le point suivant du plan de paix porte clairement la marque de Donald Trump. Il présente un plan économique dirigé par Trump pour reconstruire Gaza, soutenu par un groupe d'experts qui ont déjà participé à la création de certaines de ces villes miracles modernes du Moyen-Orient. Et, fidèle à son style, le plan parle même, et je cite, d'initiatives de développement enthousiasmantes. Ce n'est pas tout à fait la Riviera de Gaza, qu'il avait évoquée il y a quelques mois, mais on retrouve bien la même idée qui prend forme. En plus de cela, le plan prévoit une zone économique spéciale avec un accès commercial préférentiel. Ensuite, et c'est un contraste avec ce que disaient Trump et certains ministres israéliens il y a seulement quelques mois, personne ne sera forcé de quitter Gaza. Ceux qui veulent partir pourront le faire et ceux qui veulent revenir auront la liberté de rentrer. Cette partie sera difficile à accepter pour le Hamas. Le plan stipule que le Hamas et les autres factions armées ne doivent avoir aucun rôle dans la gouvernance de Gaza, ni direct ni indirect, sous aucune forme. Toutes les infrastructures militaires et terroristes seront détruites. Tunnels, usines d'armes, tout, et ne seraient pas reconstruites. Et les partenaires régionaux garantiraient le respect de ces mesures pour s'assurer qu'une future de Gaza ne représente aucune menace pour ses voisins ni pour sa propre population. En d'autres termes, cela signifie pratiquement la capitulation totale du Hamas. Et bien sûr, rien de tout cela ne peut se faire sans un soutien militaire et un encadrement sécuritaire. Une partie centrale du plan est la création d'une force internationale de stabilisation temporaire, ou ISF. Les États-Unis aideraient à la mettre en place et la dirigeraient probablement, avec des partenaires arabes et internationaux présents sur le terrain à Gaza. Le rôle de l'ISF serait de former et soutenir la police palestinienne sélectionnée et de maintenir la sécurité pendant que les institutions sont reconstruites. Cela signifie également qu'Israël n'occupera ni annexera Gaza. Au fur et à mesure que l'ISF prendra le contrôle et que la stabilité s'améliorera, l'armée israélienne se retirera progressivement. Le calendrier serait basé sur des étapes convenues, établies entre l'Israël, l'ISF, les pays garants et les États-Unis.
Le point 17 précise que si le Hamas retarde ou rejette la proposition, le plan ne s'arrête pas. L'aide, la reconstruction et le soutien international continueraient malgré tout, mais seulement dans les zones sans terrorisme remises par l'armée israélienne à la Force internationale de stabilisation. Et qu'en est-il de la reconnaissance de la Palestine et d'une solution à 2 États? Est-ce que cela fait partie du plan de paix? Le point 19 du plan, je cite, « Tant que la reconstruction de Gaza progresse et que le programme de réforme de l'autorité palestinienne est fidèlement mis en œuvre, les conditions pourraient enfin être réunies pour un chemin crédible vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien que nous reconnaissons comme l'aspiration du peuple palestinien. » À première vue, cela ressemble à une solution à 2 États. Mais le choix des mots est très prudent. Le plan ne promet pas un État palestinien, il dit seulement que cela pourrait se produire et qu'un chemin crédible pourrait s'ouvrir si les réformes sont mises en place et que les conditions sont réunies. Aucune promesse ni approbation ferme. La dernière partie du plan concerne le dialogue. Elle appelle à la tolérance et à la coexistence pacifique et prévoit que les États-Unis lancent des négociations politiques entre Israël et les Palestiniens pour un avenir commun et pacifique. Mais alors, comment cet accord est-il en train de se mettre en place? À l'échelle mondiale, la réaction a été majoritairement positive. Presque tous les pays européens l'ont approuvé, tout comme la Chine, et même la Russie a indiqué être ouverte au plan de Trump. Waouh! Dans la région, la plupart des acteurs clés, Égypte, Jordanie, Qatar, Arabie Saoudite, Turquie, Émirats Arabes Unis, Pakistan, ont accueilli favorablement la proposition. Leurs ministres des Affaires étrangères ont même publié une déclaration commune saluant les efforts sincères pour mettre fin à la guerre à Gaza de Trump. Il y a toutefois eu quelques réserves, notamment sur le lieu où les combattants potentiels du Hamas pourraient être relocalisés. Évidemment, personne ne les veut. Mais qu'en est-il des factions directement concernées? L'autorité palestinienne a soutenu le plan, affirmant qu'il met fin à l'occupation et ouvre la voie à une paix juste basée sur 2 États vivant côte à côte. Le Hamas a déclaré qu'il étudiait la proposition de bonne foi. Mais tout le monde dans son orbite n'est pas d'accord. Le djihad islamique palestinien a qualifié le plan de recette pour faire exploser la région. Donc oui, il va falloir attendre et voir. Et puis, il y a l'Israël. Netanyahou a accepté publiquement l'accord, ce qui représente un énorme pas en avant. Mais son gouvernement sera-t-il d'accord lui aussi? La réponse courte, non. Ce sont ses partenaires de coalition le problème. Ben Gvir, le célèbre politicien d'extrême droite d'Otzma Yehudit, s'est opposé au plan. Un autre, Smotrich, l'a qualifié de défaite diplomatique retentissante. C'est une très mauvaise nouvelle pour Netanyahou. Au Parlement, son parti tient à peine avec 61 sièges sur 120. Si ses partenaires de droite se retirent, cela signifie de nouvelles élections. Et les sondages ne sont pas en sa faveur. Ils suggèrent que sa coalition perdrait. Pire encore pour Netanyahou, certains membres de l'opposition veulent le poursuivre en justice. Et certains souhaitent même le voir envoyé à la Haye, ce qui ne terminerait pas très bien pour lui. Et voici ce que j'en pense. Trump a un peu de mérite. Il a réussi à pousser Netanyahou plus loin que quiconque. Le dirigeant israélien a accepté le plan à la fois en principe et publiquement, et surtout, il a convenu qu'il n'y aura aucune annexation israélienne de Gaza. Mais j'ai du mal à croire qu'une solution de paix sera réellement trouvée. D'abord, les États-Unis et Israël n'ont pas consulté le Hamas avant de poser les conditions, ce qui est une recette pour le désastre. Ensuite, je ne pense pas que Netanyahou soit prêt à jouer le tout pour le tout lors de nouvelles élections, car il finirait probablement en prison. À mon avis, l'UE doit faire davantage. Nous devons mettre plus de pression sur Israël en imposant des sanctions aux hauts responsables et des taxes douanières ou embargos sur les produits israéliens. Oui, il faut absolument se débarrasser du Hamas, mais Israël bombarde des civils depuis trop longtemps. Le plan de paix est un pas dans la bonne direction, mais sans pression extérieure, je ne crois pas qu'Israël arrêtera son génocide. Et c'est pour ça que nous avons besoin du vote à la majorité qualifiée, où les décisions se prennent avec le consentement de 65% de la population de l'UE, représentant 55% des pays, pour les décisions de la politique étrangère. L'UE est prête à agir. Mais avec l'exigence de l'unanimité bloquée en Hongrie, l'UE se retrouve une fois de plus impuissante, laissant les Américains décider de tout pour nous. Et nous avons fait une vidéo entière sur ce que l'UE essaye de faire pour la Palestine, n'hésitez pas à la voir ici. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!